Bonjour, bienvenue au Point Culture de Bruxelles. Donc pour cette présentation, cette rencontre avec Jan Vrooman, qui a lieu dans le cadre du partenariat entre Point Culture et le festival Filmer à tout prix, dont la 15e édition se déroulera pas ce mois-ci, vu qu'on est encore en octobre, mais très bientôt, dès la semaine prochaine à Flagey. Je vous redonnerai les dates précises à la fin. Et donc à Point Culture, ça aussi je vous préciserai à la fin, c'est un mois assez focalisé sur le cinéma documentaire et pas juste avec Filmer à tout prix, mais il y a d'autres éléments qui font que voilà, le mois de novembre 2013 est très fort focalisé là-dessus. Et donc il y a quelques semaines, quand on avait rencontré Alexander Weiss, le directeur artistique du festival, et qu'on discutait un peu de qui on pourrait inviter, qu'est-ce qu'on pourrait proposer à Point Culture. Il nous a dit mais dans le comité de sélection de cette année, il y a Jan Vrooman et il faut vraiment que vous l'invitiez. Il a plein de choses à raconter. Et donc voilà, vous êtes là par rapport à cette idée de départ d'Alex. Donc bienvenue Yann, welcome. Donc et l'idée, donc, c'est que Jan Vrooman est cinéaste, vidéaste, fait lui-même des images en mouvement, se frotte au réel à travers des films, des vidéos, depuis un certain temps, depuis pas mal de temps. Et il s'est retrouvé donc dans ce comité de sélection des films du festival. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est pour imaginer une discussion avec lui, avec des courts-métrages ou des extraits de films, qui parlerait un peu de ces deux éléments-là, c'est-à-dire son cinéma à lui, et puis comment, en tant que cinéaste, il se retrouve à devoir porter un regard sur le cinéma des autres. Qu'est-ce que ça implique comme confrontation, étonnement, énervement, coup de foudre, enfin toutes ces choses qui peuvent arriver quand on regarde des films, mais avec un statut particulier qui est de les regarder quand on est cinéaste soi-même. Alors juste, Yann, peut-être deux mots sur ce qui est passé pendant que les gens s'asseyaient. C'est quelque chose qui est une salle d'attente. Enfin, c'est une salle d'attente d'un DVD. Bonjour à tout le monde, merci pour être venu. Je suis très fier d'avoir un micro devant ma façade. Comme enfant, j'ai toujours rêvé d'être chanteuse de charme, mais maintenant, je peux quand même prendre ce micro et vous parler. Donc, j'ai une fois fait un projet dans le cadre d'une activité artistique à Argos. Je sais pas, pour les gens qui connaissent Argos, c'est Art and Media. Hein. Et c'était une exposition avec une publication. Et j'avais conçu un produit audiovisuel qui était un DVD, mais pas comme un film avec quelques extras, mais vraiment comme une création sur soi. Ça veut dire, ce DVD, c'est presque impossible de le montrer dans une salle. Ce n'est pas un produit pour la télévision non plus. C'est vraiment un objet DVD où les gens peuvent naviguer. Dans l'année de 2003, hein, je crois qu'à ce moment, c'était assez nouveau d'essayer ça avec ce médium qui était le DVD. Maintenant, le DVD est déjà passé, c'est déjà fini. Enfin, c'était l'idée de naviguer et comme il y avait, je crois, 52 titres, des petits films, comme des notes des journaux, des petits films des plus grands, je disais, les gens, quand ils sont fatigués, ils mettent la salle d'attente, ils peuvent respirer, boire un café, ouvrir la porte, ils mettent le DVD sur la salle d'attente et il se passe toujours quelque chose comme un feu dans les vieux châteaux. C'est toujours beau de regarder quelque chose qui bouge. Et voilà la salle d'attente, qui raconte ma vie en fait, de mon naissance jusqu'à ma mort. Donc voilà. Et juste mini parenthèse, mais je crois qu'on arrive à la fin. Et donc sur le DVD, ça se relance au début.
ce qui Sur sera le pas le DVD, cas c'est un ici. boucle et ça peut être toute une journée que ça joue. Hein. Et donc, c'est une bande perforée d'un orgue mécanique, Oui, donc c'est un ami qui a fait les dessins que je connais depuis mon enfance en fait. Et l'orgue, toute la musique de tout le DVD, tous les petits pancartes et tout ça, c'est avec un orgue à Barbarie, mais fait comme un instrument contemporain avec un autre registre créé par un musicien. Et donc, sa partiture, en fait, on a utilisé pour ce dessin. Mm. Et c'était là la mini parenthèse que j'allais faire. Donc, euh, novembre, ce sera le documentaire à Poids Culture, mais septembre et octobre, c'était autour des instruments insolites. Et il y en a toute une série là juste à côté. Mais il y a quelques semaines ici, Hugo Arran nous présentait un projet de Walter Huss, qui est un musicien flamand de Bruxelles, qui travaille sur les orgues des Caps en leur faisant jouer d'autres musiques que celles pour lesquelles ils étaient faits à l'origine. Et donc il y a aussi ce côté de détournement d'un vieil instrument mécanique. Euh, Tu parlais il y a quelques instants de ton enfance pour dire que le dessinateur, tu le connaissais depuis cette époque-là. Donc je vais enchaîner avec une question assez basique et à la fois très, très simple. C'est d'un peu te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas, dire comment... Donc là, on voit 1985, Le Triomphe du Serpent. On va le visionner dans quelques minutes. Mais comment tu en es arrivé là? Je crois que tu veux passer un moment par le théâtre, en tout cas. Mais il me semble Oui, que tu as un petit côté touche à tout. Et... écoute, je suis donc flamand d'un village à 20 km de Bruges, où il y a énormément de cochons. Il y a au moins 20 cochons par habitant. Dans mon temps, enfin, quand moi j'habitais là, il y avait 10 cochons par habitant. Maintenant, il y a 20. C'est-à-dire qu'il y a une industrialisation prononcée de ce phénomène. Et moi, je ne sais pas, donc j'ai fait toujours, comme beaucoup de mes frères, j'ai fait toujours des choses, genre photo, théâtre, texte, théâtre avec amateurs dans mon village, euh, film de journal local qu'on projetait devant les projections de films 16 mm. Donc c'était et pour moi, aller à l'école de cinéma, c'était une suite logique de tout ça. Et je crois que ce qui reste de tout ça, c'est que je constate que beaucoup de gens, ils vont surtout ailleurs pour trouver leur sujet. Je crois qu'ils ont tellement marre des endroits où ils vivent qu'ils veulent, soi-disant, un peu quelque chose de plus aventure ou de plus exotique. Hein. Donc, ils vont faire des films à Sulawesi ou dans la forêt de Bornéo. Donc, ils sont partis. Et je crois que c'est un grand désir de gens de maintenant, des gens qui font des documentaires pour partir. Mais moi, j'aime bien voyager, mais je n'ai jamais pris les sujets de voyage comme sujet de mes films. Je prends toujours une certaine anthropologie locale. Enfin, souvent, toujours, souvent. Hein. Il n'y a pas de truc, mais je crois que tout ça reste. Et encore maintenant, quand je fais des choses, je suis plutôt quelqu'un qui m'intéresse aux choses que, selon moi, je connais bien. Les mariachis dans la Plaza Garibaldi, à Mexico City, sont touchants, mais je ne les connais pas. Hein. Pour entrer dans leur monde, ça demande un autre travail. Quoi. Est-ce que c'était une réponse? C'est une réponse, tout à fait. Et je propose qu'on regarde donc un film relativement du début de ta carrière Oui, je vais dire, officielle. pour Alexandre, c'est comique parce qu'Alexandre, elle a raison que je suis ici. Il organise le festival Filmé à tout prix qui est lié au Xara. Ben, à ce moment, en 85, il y avait aussi un festival du Xara qui s'appelait Carré Noir sur fond blanc ou Carré Noir, enfin Carré Noir ou quelque chose comme ça. Il y avait un festival déjà à ce moment qui s'organisait dans la botanique et j'ai là présenté ce film. Donc aujourd'hui on fait un boucle. Donc,
Et donc, tu parlais de filmer plutôt les choses proches que lointaines. Et Ici, c'est un là, peu compliqué. Oui, mais c'est du oui, très bon, proche, enfin, très, un très proche. film Bon, en chambre, en intérieur. non, ici, oui, peut-être que mon introduction n'était pas totalement dans le profil de ce film. C'est-à-dire que j'ai ramassé beaucoup d'objets, des marchés et tout ça. Et tout d'un coup, je disais, bah, on peut créer un monde avec tous ces objets. Et puis, bah, tu vas voir le film, quoi. Hein. Oui. Donc, on peut dire que c'est fiction ou c'est film d'animation ou c'est documentaire. Hein. Bon, voilà, si on veut. Voilà, c'est un film et c'est à la fois un monde et quelque chose de très petit aussi et de très grand. Mais donc il dure 9 minutes 30, on vous le passe en entier et on se retrouve juste après. Et là, ma bête. Et là, il n'y avait rien avant, sauf toi. Et ce bac vide. Ce bac, je l'ai acheté pour toi, bête. Et là, et là. Au début, c'était pas ça. Pas ça du tout. Vide, stérile, blanc. Ce bac ni bon pour toi, ni bon pour moi. Pas beau du tout, quoi. Il n'y avait pas de... Il n'y avait rien. Je me suis mis à réfléchir. Jour et nuit, terre et eau. Je séparais la terre et l'eau. Mais c'était pas ça. Bien sûr, c'était mieux, mais c'était pas encore. Arbres et verdure. Des arbres et de la verdure. J'ai mis des arbres et de la verdure dans le bac et je vis que cela était bon. Dis, ma bête, c'était mieux, non? Oui. Il manquait peut-être quelques poissons, des oiseaux, un cri-cri. Mais ça viendra. Je savais que ça allait venir. C'est du travail, le reste, je m'en fiche, quoi. Un si beau serpent mérite un vrai monde, c'est sûr, quoi. J'étais fier de mon travail. Et je sus que c'était bon.
Il y avait des animaux et de la terre et de la verdure et air, nuit, lumière. Tout ça, mon travail, mon œuvre. Un beau monde pour une belle bête. Puis j'ai regardé. Et j'ai regardé longtemps. Je pense que j'ai regardé trop longtemps. Ça ne me plaisait toujours pas. C'est... Non. Non, il manquait quelque chose. Encore quelque chose. Tu ne te plaisais pas non plus, ma bête. Et j'ai réfléchi. Qu'est-ce qui pourrait bien manquer encore? L'homme. L'homme. C'est ça, l'homme manquait. L'homme et le serpent. L'homme, quoi. Et c'était parti. On ne pouvait plus nous arrêter. On devenait gourmands, nous. L'homme. Tant de choses. C'est pas croyable comme l'homme est compliqué, quoi. Tant de choses. Le téléphone, et le théâtre, et le code Napoléon et des produits chimiques, et le jazz des Chinois, des travaux publics, des échafaudages. C'est pas croyable comme l'homme est compliqué. C'est pas croyable. Du béton armé, et des tournevis, et par exemple Paris-Dakar, et l'Holiday Inn, et évidemment le foot. Et si on parle de l'homme, on parle de livres, de caniches, de Coca-Cola, Pepsi-Cola, Ratatouille. Ratatouille appartient à l'homme, et le néon, et le Nirvana, et Yuri Gagarin. Et puis la Pentecôte, et le vodka, et les frais portuaires, et Guy, Auban, Drisbaum, et Taquet, et Grand Hunier, et Genoa, et Foc, et Trinquette, et Faveur, et... Mais à quoi bon? Il était destiné au bac, n'est-ce pas, bête? L'homme ne pouvait pas y échapper. Le jour et la nuit, la terre et l'eau, eh bien, l'homme et le serpent, quoi. Mais pas comme ça. C'est pas possible. T'as déjà vu un bac pareil? Ça pue, c'est dégueulasse, une vraie poubelle, quoi. Merde! Mais finalement, on a compris, n'est-ce pas, bête? Toi et moi, hein? On a fait ce qui nous plaisait. Comme il faut, comme moi je pense qu'il faut. Et le reste... Ouais, le reste.
ne sais pas si tu as envie de... Maintenant que les gens ont vu le film, il y avait peut-être des choses qu'il ne fallait pas dire avant. Il fallait laisser découvrir. Tu as envie de rajouter sais pas quelques si- éléments? Non, peut-être est-ce qu'il y a des remarques, des gens qui veulent dire quelque chose. Pour moi, ce qui était des recherches ici, c'est l'utilisation de voix que je voulais pas comme beaucoup de voix sont avec une certaine autorité. Ils sont dans de non-lieux. Hein. Ils sont de non-lieux et c'est comme quelque chose d'absolu. C'est comme Dieu qui parle, voix commentaire, voix. Et moi, je voulais donner un personnage à la voix, quoi. Quelqu'un qui est là avec nous, qui boit son café, qui respire, qui rigole, tu vois. Mhm. Donc, le statut de voix et aussi tous les sons, c'était aussi à ce moment, en 85, assez osé. Tous les sons sont synthés. Ce n'est pas des bruits qu'on a enregistrés, sûrement pas synchrones, mais non plus des vrais sons. C'est tous des trucs des ordinateurs de ce temps, enfin des synthés de cette époque. On a tout créé, quoi. C'est très amusant de travailler ainsi. Oui, la semaine passée ici, Alexandre, qui présentait le festival, avait passé un extrait d'un film de Bogdan Dvorsky, qui est un des trois grands invités de Filmer à tout prix cette année. Donc c'était le portrait d'un skieur et aussi quelque chose de très recherché dans l'image. Ça se voyait immédiatement, mais aussi de quelque chose de bizarre au niveau du son, et un son très travaillé et aussi très synthétique, pas du tout du son strictement réaliste, son direct, etc. Donc ça m'y a fait penser un peu aussi. Pour quand même enchaîner la discussion et passer petit à petit vers l'autre chapitre et refaire le lien avec Filmer à tout prix. Donc dans ce film, même si la voix ne nous parle pas comme si c'était Dieu qui nous parle au niveau du ton, de l'intonation, c'est Josse de Pauw aussi dans la version francophone, française. Oui, parce qu'il y a deux versions, donc une version flamande, néerlandaise et une version française, et c'est Josse de Pauw dans les deux cas. Oui, c'est ça, le fait que son français on entend que c'est un flamand qui parle français, à ce moment, ça donnait quelque chose qui allait dans le sens que je voulais chercher. Donc pour moi, en plus, à ce moment, il n'est pas connu. Enfin, il n'est pas fameux comme il est maintenant. C'est un acteur comme beaucoup à ce moment. Hein. Donc, Mais donc, si on ne nous parle pas comme Dieu, c'est quand même la création d'un monde, d'une cosmogonie, c'est quand même Dieu. oui, Et donc, je voulais savoir si c'est un lien un peu facile, hein, juste pour enchaîner. Quand on est dans un comité de sélection et qu'on décide qu'un film va passer ou pas passer, qu'on en a 200 à visionner et qu'on est le juge, en fait, pas tout seul, mais dans un comité, dans un groupe qui décide de ça oui, ça non et tout ça, comment ça se passe Mais c'est la première fois que j'étais dans une sélection parce que c'est assez massif comme travail, c'est assez étonnant. C'est quelque chose qui, tu peux dire, qu'est-ce que j'ai pris comme responsabilité, enfin, avec des autres. Je t'interromps une seconde, juste, il y avait environ 200 films, je crois, à visionner. Moi, j'ai vu une 200, mais peut-être plus. On a vu aussi des films qu'on ne devait pas voir, mais bon, on a vu beaucoup. Et ce qui est magnifique quelque part, c'est que l'histoire du documentaire se défile. Tu vois presque le documentaire d'aujourd'hui, mais quelque part, ça incorpore toutes les réflexions qu'il y a eu avant dans l'histoire du documentaire. Il y a donc dans un truc. Et je crois qu'à la fin, tu as une sélection de combien de titres, Alexandre? Oui, 16 et 18, donc 35, laisse dire. Je compte mal, hein. 35 films, et ce qui m'étonne, c'est qu'avec ces 35 films, on a quand même un panorama riche de ce qui est le documentaire. Avec 35 films, on peut presque passer toutes les réflexions autour de la construction, de la narration. Et ces 35 films, je trouve ça la merveille d'un relatif petit festival comme Filmer à tout prix, que dans un petit festival comme ça, on a tout. On ne doit pas aller très loin, on a tout. Donc c'est quelque part un outil magnifique, un festival, parce que c'est comme une condensation de quelque chose. Et
Et comment on se fait? Je crois que sur 80% des films, on est assez vite d'accord avec la plupart des gens. C'est-à-dire 4 de 5, on est d'accord sur la plupart des films très vite. Les choses se passent dans ces doutes où, et peut-être ça c'est toujours, c'est comme, comment dire, c'est comme dans une compétition. Enfin, c'est quand il y a 3 films, il y a 2 qui provoquent une doute, on prend celui qui ne provoque pas de doute. Et dans le doute, il y a souvent de beauté, je trouve. Et bien sûr qu'on rate des films qui ont des beautés potentielles, mais qui ne sont pas dans une sélection à cause, mais je dis que pour 80%, on est d'accord. Et donc, mais il y a tous ces trucs délicats et difficiles, c'est des trucs qui coincent un peu, qui mettent un peu mal à l'aise, qui sont un peu troubles, peut justement être témoin de quelque chose de très intéressant. Et c'est dangereux et délicat comme membre d'une commission pour les mettre tout de suite à côté et prendre les choses qui sont plus stables, qui sont plus costauds et qui sont plus... enfin oui. Par rapport à ça, des sources bien informées m'ont dit que tu avais fait re-regarder des films aux autres membres du comité parce que tu voyais des choses dans les films qu'eux ne voyaient pas nécessairement et que, bon, au final, ça ne les faisait pas nécessairement être retenus, mais qu'en tout cas, enfin, tu mettais le doigt sur des choses que eux n'avaient pas nécessairement vues. Et c'est peut-être parce que tu es cinéaste toi-même ou... Du coup, je pourrais... Qu'est-ce qui attire chez moi qui n'attire pas chez les autres, hein? Donc ça, c'est pas une qualité de moi, c'est comment toi tu es formé et comment toi tu es une constellation des choses. Moi, quand je suis étonné, moi, je suis toujours positif. Même quand je ne comprends pas pourquoi je suis étonné. Pour moi, ça suffit de dire oui à quelque chose, tu vois. J'espère que c'est toujours comme ça dans la vie, mais bon, hein, on essaye. Et donc, être étonné, c'est quelque chose de merveilleux. Et ça peut aller dans toutes les directions. Puis, je connais mes classiques dans le sens où moi, je tiens par exemple beaucoup de valeur à des documentaires qui sont des vrais documents. C'est-à-dire que derrière, il y a un travail des gens qui veulent informer des gens sur quelque chose, hein. Ils font un document, par exemple, Démocratie Anno Zéro, hein, qu'on a fait sélectionner. On peut dire que c'est un documentaire classique, mais il y a un travail de recherche, de sérieux, de journalisme derrière, de construction qui ne nuit pas au thème, c'est-à-dire la révolution en Tunisie, c'est ça, hein. Donc, il raconte l'histoire de genèse de la révolution jusqu'aux premières élections. Quand tu prends un boulot comme ça, c'est sérieux. Tu ne peux pas jouer avec des trucs. Et souvent, une forme qui n'est pas, soi-disant, inspirée ou expérimentale, ou elle le forme juste pour quelque chose comme ça. Et moi, je garde toujours un profond respect pour des choses comme ça. À l'autre côté de cette gamme, je peux aller dans des expériences totalement radicales, formelles. Ça peut me plaire beaucoup. C'est-à-dire que je dois trouver un sens, une cohérence, mais voilà. Donc, Euh, oui, et moi je propose de rebondir sur ce que tu dis par un film, parce que Florian, je pense qu'on est vraiment tout à fait dans enfin pas du tout dans ce que tu disais du documentaire classique, très bien fait, mais dans l'étonnement. Florian, je crois qu'on était tous d'accord, je suis oublié, mais Florian est quelque chose qui étonne, hein, parce que c'est tellement premier jet facile, pas facile, spontané comme manière de filmer. C'est un jet, c'est comme ça, ce n'est pas quelque chose de compliqué, de truc, et il y a quelque chose qui tient. On se demande pourquoi et qu'est-ce qui se passe. Il y a quelque chose qu'à la fin tu dis, ici on a un portrait de ce garçon, Florian, et dans ce mine de rien, de ce portrait, il y a beaucoup de sens, hein. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut voir en intégral aussi parce que... Oui, donc c'est un film de 8 minutes. Alex.
J'ai eu beaucoup de pertes, mais j'ai aussi gagné quelques luttes. Oui. Et en tout cas, moi, je l'ai découvert hier en préparant la rencontre d'aujourd'hui et c'était le coup de foudre immédiat. Donc, il fait 8 minutes, on va le regarder en entier. Ça ne vous empêchera pas d'aller voir cette même séance à Flagey pour les autres films qui vont avec ou de le conseiller à des gens. C'est aussi le but un peu de cette rencontre de ce midi, c'est vous donner envie voilà, d'y aller vous-même, d'en parler autour de vous. Donc, je vais lancer ça. Donc c'est un film de Joseph Kromendijk, un film belge de 2013. Puis j'ai peint la porte en mauve ici, l'autre derrière elle est bleue. Donc voilà, ici je me suis amusé à mettre du rose, quoi, un rose un peu Barbie comme ça qui donne un effet plus des années 30 par exemple, ce type de rose. Ici j'ai grossièrement cimenté là aussi. Et alors donc il y a un mélange d'enduits de toutes les époques, quoi. Et alors on voit différentes arêtes, donc le petit bord du soubassement, le bord du bac. Et là, et j'aime beaucoup voir ces découpes, quoi. Je trouve que ça décore, quoi, de voir un peu une arête. Et puis en même temps, elle est faite à la main, donc elle est aussi un petit peu accidentée. Et donc je trouve que c'est assez joli, quoi. Ici, j'aime bien. Ici, j'ai pas fait tellement grand chose, on va dire. C'est surtout fait comme ça. Mais disons que j'aime bien les caves parce que j'aime bien voir le côté technique de la maison. On voit la force de la maison. On voit par exemple toutes le plafond de béton, quoi, donc on voit les murs porteurs, quoi, parce qu'ici ce sont les murs ici qui soutiennent toute la maison, quoi, donc on est vraiment au cœur de la maçonnerie. Par exemple ici, donc ce sont des vieilles étagères de cave avec des attaches métalliques, et alors donc elles ont tellement de fois été repeintes que toutes les vis sont incrustées dans la peinture brillante, quoi, et alors la peinture brillante reflète vraiment tout les petits défauts du fer, quoi, de vieilles peintures, et ça j'aime beaucoup aussi, quoi. Allez, ça donne un effet très sympa, quoi, un peu ce brillant comme ça. Et alors j'ai mis un mauve qui est aussi doux comme couleur, c'est très coquet, quoi, comme effet, et en même temps industriel, quoi. Et j'aime bien aussi redonner du look à des ambiances anciennes. Par exemple, j'adore tomber sur un vieux bâtiment, par exemple, qui a été très mal rénové. Et alors, j'adore, par exemple, commencer à casser tous des cloisons, des faux plafonds, et alors revoir les vestiges anciens qui réapparaissent, et alors les remettre en état, donc bien replafonner ce qu'il faut, bien les peindre, et alors leur redonner de la vie avec des nouvelles couleurs. Pour justement donner un contraste, quoi, mettre une couleur justement tout à fait psychédélique sur quelque chose qui est très ancien, quoi. J'aime beaucoup ce contraste, quoi. Je trouve ça très artistique, quoi. Et alors j'adore par exemple repeindre des vieux plafonds en blanc, aller voir le blanc qui est immaculé sur des vieilles moulures qui ont des petits coups et des petits éclats du temps. J'adore étaler comme ça sur le mur et alors le travailler au fur et à mesure qu'ils prennent. Et puis chaque mur est unique, quoi. D'ailleurs la patine, on voit ici, elle est comme ceci. Ici, elle est là. On n'obtiendra jamais deux fois exactement le même motif, quoi. Et c'est ça justement qui est assez enrichissant, quoi. C'est de voir qu'il n'y aura pas deux chantiers les mêmes, quoi. Chaque chantier aura son style, quoi, en fonction de la manière dont je plafonne, de l'enduit que j'utilise, du type de peinture, de si je mets un crépi ou si je laisse lisse. Enfin, il y a tellement de facteurs qui vont changer et donc on peut créer à l'infini, quoi. Et c'est ça que moi j'aime beaucoup, c'est créer quelque chose, quoi. Ce sont donc des murs, donc pour imiter donc une ancienne église, parce que bon, j'avais été en vacances dans le sud de la France. Et je voyais toujours que les murs d'église me fascinaient, quoi. Donc c'était toujours des murs hyper accidentés, quoi, plein de cicatrices du temps, justement d'effets comme ça, d'effets spéciaux. Et alors donc allez, tous des effets comme ça, des traces d'enduisage, des traces de réparation. Et tout ça, tout peint en blanc, je trouvais toujours donner une atmosphère particulière, quoi. Donc ici, j'ai voulu vraiment recréer cette atmosphère. Donc j'ai cassé tout le plat jusqu'à la brique pour avoir un maximum d'épaisseur à rattraper. Et puis bon, j'ai fait un enduit de ciment, du ciment très brut, quoi. Donc c'est du sable du Rhin 0,5 que j'ai employé. Et alors j'ai tapé le ciment et le sable, j'ai tout écrasé avec une palette. Donc en faisant des mouvements un petit peu dans tous les sens, justement pour avoir un mur le plus accidenté possible, mais tout en le lissant à la fin, tout en écrasant, qu'on voit la force de la main comme ça, dedans, pour pas non plus avoir
un truc à la grecque, quoi. Ici aussi, pour imiter donc, des formes, c'est inspiré d'anciens corridors des années 1800 aussi. Ce que j'aime beaucoup dans les années 1800, c'était qu'il y avait beaucoup d'arrondis. Justement, dans les moulures de formes, elles étaient très marquées. Donc, avec l'ombre et la lumière, on voyait beaucoup d'ombres noires ou grises. Et c'est ça que je trouvais qu'il y a beaucoup de gueule, quoi. Donc, j'ai décapé le balatum, j'ai enlevé, j'ai tout poncé, puis j'ai mis une huile bio-incolore. Et on voit toujours un peu la patine, des petites taches, des petits coups, des traces d'anciennes peintures. Et c'est ça qui donne justement un petit effet un peu rustique comme ça, qui est justement décoratif, quoi. Dans son ensemble, ça donne un effet brut. C'est ça qui est agréable, quoi. C'est ce côté un peu dépouillé aussi. Genre un bois qui est un peu comme décoloré, de ces vernis bruns foncés, ça donne un effet justement plus naturel, plus comme il serait quand on le coupe dans l'arbre, quoi, quand il est naturel. Donc ici, c'est une fausse cheminée qui est faite à partir de panneaux de multiplex que j'ai simplement découpé avec une scie sauteuse et que j'ai collé pour donner du relief. Puis ensuite, j'ai tout peint avec donc de la peinture à l'huile blanche. Quand la peinture à l'huile blanche était encore fraîche, j'ai pris un pinceau qui était donc avec les poils un petit peu durcis. Et alors, j'ai mis un peu de peinture noire que j'ai mélangé dedans pour justement se mélanger et donner des marbrures. Et en même temps, l'alternance donc de la vieille cheminée et du vieux mur de briques donne vraiment l'impression d'une très vieille maison de maître, plutôt du début 1900, parce que cet appareillage de briques et ce format-là était très prisé dans les années entre 1900 et 1915. C'était donc la grande mode de l'époque. Je me suis amusé avec de la plasticine à faire des moules, pour justement faire des rosaces, quoi. Et alors, comme le démoulage n'est pas tout à fait parfait, on a justement cette impression de vécu, quoi. Elles sont un peu patinées, comme si c'était là depuis toujours, quoi. Et alors, les moulures, je les ai bien rejointoyées avec de la colle de montage, puis j'ai bien peint, j'ai bien mis 3 couches de peinture lac acrylique satiné, blanche, pour justement avoir ce petit effet assez doux comme ça, et alors bien blanc. Justement aussi, j'aime beaucoup l'effet du radiateur bien blanc, quoi, avec une petite peinture acrylique comme ça. C'est joli, quoi. Quand il est bien encastré dans sa niche, quoi. J'ai aussi un petit peu refait la niche très légèrement au plâtre. Mais j'aime beaucoup justement l'effet aussi un peu du plâtre, du plâtre un petit peu brut comme ça et bien poncé. Et alors je garde par exemple ici ce petit effet que j'aime bien, il était déjà là à l'origine. Je regarde par exemple le sol, même si je pense au sol et que je regarde le sol psychologiquement, j'aime bien qu'il y ait des moulures au plafond et que le plafond soit beau. Parce que ça me rassure psychologiquement, quoi. Donc, par exemple, quand je vais le soir dans ma chambre, ben, je commence pas à tout regarder dans le détail. Je vais, par exemple, simplement me coucher, mais j'aime bien de voir que le décor est beau quand je me lève le matin, ou alors quand je vais dormir. Enfin, c'est ça que j'aime bien, c'est idéaliser les endroits. Parce que moi, je vois toutes des belles choses dans ma tête et tout ça, mais ça me rend fou. Donc, j'ai absolument besoin d'extérioriser mes idées. C'est pour ça que j'ai toujours ce besoin de créer, de trouver des endroits où je peux faire des patines de ciment, que je peux peindre, que je peux un peu rénover, parce que autrement, moi, ma tête, elle explose, j'ai trop de choses dans ma tête, donc j'ai besoin de un peu les sortir et de concrétiser. Donc, je ne dois pas expliquer le truc. Alors, pour moi, c'est dans le non-dit. Ce qui est derrière cette envie de parler tout le temps, il y a quelque chose de très fort. Il y a un portrait de ce garçon qui se trouve entre ce qu'il est en train de faire et ce qu'il ne dit pas, de ce qu'il ne parle pas, quoi. Je trouve ça touchant. Ce Florian, c'est touchant et c'est humain, c'est simple, c'est un portrait de... Donc ça peut être aussi la documentaire, quelque chose de si simple. Hein. Et c'est simple, mais en même temps, il y a quand même une ou deux très belles idées originales de cinéma. Enfin, par exemple, la séquence à la lampe de poche, c'est quasi expérimental. Enfin, je veux dire, il y a le côté premier jet, enfin, le côté jeté comme ça, cette espèce de débordement d'énergie. C'est 8 minutes, ça tiendrait sans doute pas en 1 heure, où ça deviendrait une expérience totalement différente. Un cinéaste qui rencontre ce Florian, qui constate que ce Florian parle tout le temps de
ces décors et ces trucs, il a dit, bon, ça c'est quand même intéressant, je vais une fois le filmer. Hein. Et puis, bien sûr, il y a des trucs, parce que c'est Florian qui éteint la lumière pour montrer l'effet relief de son travail. Et comme le cinéaste a eu l'intelligence de comprendre la chose, donc de faire cette narration, ce Florian qui parle non-stop, imagine qu'il a pris qu'il fait un montage avec beaucoup de silence, ça perdait sa truc, ça devait être quelque chose comme ça. Et cette simplicité, et bien sûr insister sur ce moment où la lumière est coupée. Donc il y a, dans cette simplicité, il y a des décisions de cinéaste que tu dois prendre. Il n'a pas ajouté de musique, il n'a pas fait des conneries avec ça. Hein. Il a eu la qualité de faire vivre quelque chose qu'il a vécu. Hein. Ça c'est bien dit, je trouve. Ben, je propose qu'on reste dans les films de filmer à tout prix dont tu voulais passer des petits bouts ce midi. Et on va d'office, vu que les deux autres sont un peu dans cette veine-là, passer vers des sujets plus immédiatement politiques. Donc je ne sais pas si tu préfères d'abord passer RI ou ici rien. Enfin, Oui, quelque chose qui retourne beaucoup, c'est le cinéaste qui met lui-même en scène, hein, qui met sa propre voix et corps en scène pour faire quelque chose. Et souvent, dans la sélection qu'on a eue devant nous, ça gêne ou ça donne l'idée que quelqu'un est de nouveau là dans une histoire, dans le je et le moi et mon expérience et ma vie. Et de temps en temps, il y a pour moi, dans ce jeu, comme ça peut être très positif et très intéressant, ça peut être aussi quelque chose qui tue un documentaire et qui fait que de nouveau, quelqu'un qui est dans une confession publique sur par exemple, son homosexualité, qui utilise un caméra pour ça, ou qui rencontre son père. Enfin, tu vois, beaucoup d'histoires ainsi qui sont de l'ordre mon histoire, autobiographique ou biographique, et qui pour moi dit non. Hein. Mais de temps en temps, il y a une manière de mettre en scène soi-même dans un film, comme par exemple Eric. Oui. Donc, c'est une fille qui fait un portrait d'un homme extrême droite qui s'appelle Eric, et moi et Eric, elle qui connaît ce garçon, et lui, ce type d'extrême droite, mais ils se connaissent. Et quelque part, ils font ce film. Hein. Et je trouvais ça très intéressant pour parler justement de l'extrême droite, d'avoir ce manière d'approcher la chose. De ça, on peut que montrer un fragment. Ich kann es gar noch nicht glauben, aber ich bin schon mit drin. Ich fahre mit meinem politischen Feind Nummer 1 an ein Schiessfest. Mit dem Erich Hess, dem rechten Politiker, wo ich als linke Aktivistin bis jetzt immer aus dem Weg gegangen bin. Aber alles der Reihe noch. Der Erich Hess und ich sind beide in einem Kaff aufgewachsen, etwa 100 Kilometer voneinander weg. Und die Fotos, die er auf seiner Homepage hat, sehen ziemlich ähnlich aus wie meine Kindheitserinnerungen. Aber schon ziemlich gleich gehen unsere Interessen diametral auseinander. Herzlich willkommen zum neuesten Tele Hess, zusammen mit dem Grossrat Erich Hess. Grüß Gott, euer Hess. Grüß Gott, euer Herzig. Er ist mittlerweile 30, Lastwagenchauffeur und der Juniorpräsident der Partei, die ich am meisten hasse. Der SVP, der Schweizerischen Volkspartei, die mit solchen fremdenfeindlichen Kampagnen immer stärker geworden ist. Auch ich bin gleich 30, schliesse gerade die Filmschule ab, probiere immer wieder mal Vegetarierin zu werden und engagiere mich politisch für Sans-Papier. Oder, wie der Erich würde sagen, für illegale Ausländer. Wenn sie einmal eingebürgert worden sind, bringt man sie bis ans Lebensende nie mehr zur Schweiz aus. Und wir müssen schauen, dass wir... Seine scheiß fremdenfeindlichen Parolen verbreitet er auf allen Kanälen, wie hier auf seinem Internetfernsehen und Telehess. Ich habe natürlich kein Fernsehen, aber ich arbeite im Kino mit. Im Autonomen Kulturzentrum der Ritschule.
Und genau das wollte Erich Hess als Lokalpolitiker natürlich schließen. Die Reitschule, das ist eine Organisationszentrale von Terroristen. Für ihn bin ich also eine Terroristin. Am liebsten würde ich ihn schon ein bisschen terrorisieren, aber das bringt ja bekanntlich nichts. Darum beschliesse ich, das fremde Wesen mal kennenzulernen. Zu meiner Überraschung ist er dabei. Und so fängt unsere gemeinsame Reise an. Schiessen. Nein, das wird gefährlich für euch alle. Ich weiss nicht, ob ich das letzte Mal ein Gewehr in der Hand hatte. Eben mal das vom Papi, früher mal vom Militär. Also nur mit der Hand oder geschossen? Nein, geschossen habe ich noch nie. Nur mit Wasserpistole. Ja. So geht er das ein bisschen gegen die persönlichen Grundsätze, oder was? Das wäre mir einfach, glaube ich, gar nie in den Sinn gekommen, schiessen. Kannst du mal ein bisschen durchreden? Bla bla bla. Bla 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 bla. Das ist gut, das ist gut. Sie macht Dokumentarfilm. Aha, so. Dann tun sie den Linken aufdoktronieren in der Nacht, weißt du, dass sie das Gedankengut übernehmen. Genau. Und vielleicht nehmen sie es dann nur hoch, gell? Würdest du nicht lustig? Ich will mich unbedingt zwingen zum Schießen. Nein, viel mehr lieber. Die Kamera ist auch eine Waffe manchmal. Willst du jemanden kaputt machen? Mit der Kamera, ja. Also, gehen wir näher rein. Das ist die Frau Kamerafrau. Donc, ben voilà, tu sens tout de suite la manière où c'est construit. Hein. Elle, lui, leur enfance, cette francheté de rencontre, de lui qui ose quand même, elle qui ose. Hein. Enfin, ils y vont tous les deux et laisse dire, on comprend quand même beaucoup de choses sur le fonctionnement intérieur des personnages de droite. Et tu peux dire aussi de elle, le fonctionnement des filles de gauche. C'est aussi homme-femme, donc il y a toute cette complication, toute cette tension qui est là et qui fait pour moi un bon documentaire. Hein. Oui, moi Donc le personnel et le personnel et parler de société se croisent très bien là. Hein. Ouais, et on va y revenir, mais juste par rapport à ce film-là que j'ai pas vu en entier, j'ai aussi reçu hier et j'ai vu un peu plus que les 5 minutes qu'on a vues là. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on part de cette opposition, de cette différence très très forte. Elle reste évidemment présente, mais en même temps, ils sont forcés de se côtoyer et ça se passe entre guillemets plutôt bien. Enfin, et donc il y a tout ce balancement entre la rencontre et les différences fondamentales qui restent présentes, qui est très étonnant, quoi. Oui, parce que c'est quand même dans notre vécu aussi. On peut se trouver dans un café avec un ennemi et quand même c'est gai d'être avec lui ou avec elle et boire une bière ensemble. Donc les choses sont toujours compliquées et il faut comprendre aussi que derrière tous les grands systèmes, il y a de l'ordre d'impalpable et de pourquoi quelqu'un devient extrême droite et pourquoi quelqu'un devient de gauche et quel parcours et comment ça va et comment voilà. Donc, en tout cas, il y a un argument parce qu'ils ont eu l'enfance ensemble presque. Donc, tu vois ça dans les premières images. Mais voilà. Et donc, si tu es d'accord, je propose de retourner vers ta filmographie. C'est pas du tout exactement la même chose, mais c'est aussi un film qui aborde une question politique, économique, politique, collective, mais à partir d'un point de vue personnel, à la première personne du singulier. Et donc, c'est ton film sur les chantiers navals, Tant que les constructeurs de navires chanteront, un film de 95 et dont je propose qu'on regarde les 7 premières minutes. Oui, il y a donc 3 fois 90 minutes et on va voir les premiers, combien, 5 ou 7 minutes. 7, oui. Oui. On en parle après. Op 10 april 1995 ben ik, denkend aan Boulevard Temse, opgestaan.
Ik wist alleen dat de werknemers daar het bedrijf bezet hielden. Ik kon me daar niets bij voorstellen. Eigenlijk wou ik schepen zien. Een bedrijf dat zeeschepen bouwt. Ik stelde me daar zoveel bij voor. Een schip in opbouw aan de oever aan land. En dan met dat schip de stroom afvaren op weg naar zee. Het was rond middernacht toen ik in Café Lipinale het besluit nam. Ik stond geklemd tussen de sigarettenautomaat en de deur naar de toiletten, wijkend voor een man uit Limburg, de zoon van een mijnwerker, die de documentairemakers hun gebrek aan sociale belangstelling verweet. Het is daar en toen, met het gezicht van deze mijnwerkerszoon voor mij, in bierlucht en walmend sigarettenrook, dat ik aan het failliete en bezette Boelwerf dacht. Op 30 november 1994 werd in Temse, bij de stroom de Schelde, Boelwerf Vlaanderen failliet verklaard. Meteen was dit het einde van de bouw van zeeschepen in België. Het einde van een industrie. Schepen worden nu elders in de wereld gebouwd. Sneller, goedkoper. Niemand meer dan 50.000 voor de eerste maal. Na een bedrijfsbezetting van 7 maanden door de werknemers kwam het bedrijf in de handen van de curatoren. De uitverkoop van een industrie kon beginnen. 60.000. Niemand meer. Niemand. Zo kwam een einde aan een gemeenschap van scheepsbouwers. Aan een geschiedenis van generaties leven op en rond de scheepswerf. De werkman staat bij de gesloten werfpoorten verweest naar een wereld te kijken waarin zijn arbeid niet meer telt. Een wereld waarin niet alleen arbeid, maar alles anders aan het worden is. Aan alles komt een einde en elk einde is een nieuw begin. Waarom dan klagen over het einde van de scheepsbouw? Er zijn er die vertrouwen op de toekomst. Elk blad dat valt voorspelt een nieuwe lente. En naar de ondernemers in Vlaanderen wil ik zeggen dat zij vooral hoop moeten hebben, moed moeten houden en optimistisch blijven naar de toekomst. De geschiedenis heeft geleerd dat na elke periode van depressie er een periode van regressie komt, dat dat een trendbeweging is. Die onzekerheid die er natuurlijk nu bestaat, mag ook niet tot wat ik zou noemen een cultus verheven worden, waar niks nog zou kunnen. Er kunnen nog heel veel dingen en ik geloof dat dat ook de boodschap is die we aan jonge mensen moeten geven. Ik zie het als niet onmogelijk dat er binnen dit een decennia, 2 decennia, dat er opnieuw aan scheepsbouw zal gebeuren. In Europa zonder subsidies. Waarom? Omdat de tewerkstelling in andere continenten ook duurder zal worden. We zijn in een mondiale wereld, maar het is niet alleen hier dat die mondiaal is. Gaat die dan hier niet juist goedkoper geworden zijn wegens werkloosheid? Effectief. Ook zijn er zij die geloven dat niets vanzelf komt. Aan alles komt een einde, alleen aan het onrecht niet. Ik heb het nog eens uitgedrukt in 3 B's. Hè. De 3 B's van Temse of de 3 B's van Boel, daarmee bedoel ik dat de arbeiders zelf, hè, die veel meer verdienden, hè, die zijn belogen, die zijn bedrogen en ik vind dat ze bestolen zijn. Als ze moesten een gevoel hebben, eigenlijk, een menselijk gevoel hebben en het zakengedeelte kunnen opzij schuiven, dan had dat waarschijnlijk gebleven. Maar ik denk dat het menselijk gevoel weg is en het zakengevoel dat volledig voorgaat.
Ik was nog maar enkele dagen met dit verhaal bezig en al op bezoek bij de dirigent van de Boulevard Harmonie, Wart Foubert. Ik wist nog zo weinig en ik hoorde de muziek al klinken. Hij vertelde over de scheepsbouwersmuzikanten die uit ateliers kwamen en hun kostuum aantrokken. Over de tewaterlatingen, de champagnefles en de nationale hymne, de Brabançonne. Het protocol verplichtte mij mijn handschoenen aan te houden, zei de dirigent. Als ik de hand van de doopmeter drukte, hield ik de witte handschoenen aan, ook al waren die kletsnat door de regen. Het lied van de witte handschoenen. Ze voelden het daveren, hoorden het kraken. Het ging door merg en been. Daar liep een schip af, schoof van de helling, maar buiten de maat klonk niet één. Zie de dirigent staan blinken, naast een chique pelsen madame. Haar fijne hand in de witte stof van de handschoen rond zijn werkershand. Ze voelden het daveren, hoorden het kraken. Het ging door merg en been. Daar liep een schip af, schoof van de helling, maar buiten de maat klonk niet één. Daar gaat mijn schip, zegt de boelbaas. Daar gaat mijn schip, denkt de koper, de reder. Maar een werfnummer-trommelaar durft al zeggen: wat daar op het water ligt, is ons werk, ons zweet. Oui, voilà Yann, je voulais montrer cet extrait de cette fresque documentaire de plus de 4 heures. D'une part, pour faire un peu contrepoint au Triomphe du Serpent, pour montrer que tu faisais des films parfois fort différents les uns des autres, ici plus proche d'un documentaire classique, et en même temps que déjà rien que dans ces 7 premières minutes de film, il y a déjà plusieurs séquences et des matières différentes, des façons différentes d'aborder le sujet. Il y a le côté à la première personne, il y a les interviews, il y a la séquence du poème à la fin, les images d'archives en mouvement, les photos. Enfin, c'est que 7 minutes et il y a déjà beaucoup de choses. Oui, c'est... Enfin, là, j'étais confronté à la fin de l'industrie. C'était le dernier chantier naval de toute la Belgique. Et comme j'étais là, tout d'un coup, j'ai pris comme responsabilité de raconter l'histoire d'une industrie qui est très ambitieux, tu peux dire, parce qu'il n'y avait bien sûr pas de production ni rien. Mais j'ai commencé et tout d'un coup, tu es un peu, comment dire, tu es un peu sous le choc du poids. Parce que quand tu décides de faire le portrait d'une industrie, c'est-à-dire, imagine comme francophone, tu dis on va faire l'histoire des fours, hein, qui vont peut-être être faillis dans 10 ans. Hein. On va faire toute l'histoire de ça. C'est très ambitieux, c'est lourd. Enfin, c'est lourd. Alors, tu as l'histoire économique, politique, l'histoire de la lutte sociale, technique, parce qu'on commence avec des bateaux en bois et on termine avec des bateaux sophistiqués de gaz. Et alors, tu as toutes ces histoires et tu es là tout seul quelque part. Et c'est tout seul, j'ai voulu exprimer en me montrant moi-même et de parler de temps en temps dans le jeu. Pour relativiser la chose pour le petit David contre le Goliath qui est le sujet. Ben, David c'est mal dit parce que David a gagné. Peut-être moi, je ne sais pas. En tout cas, puis il y a eu la nécessité de donner beaucoup d'informations. Pour ça, j'ai pris 2 sortes de voix commentaires. Un qui est plus neutre et un qui est plus littéraire, on peut dire. Hein. Donc c'est déjà 2 statuts de voix. Et en plus, j'ai ajouté un genre de chœur avec des voix différentes, avec 2 voix de gens qui travaillent là, de voix d'ouvriers. Et là, j'ai fait des petits poèmes. Donc tu as déjà 4 statuts de voix. La mienne, 2 voix commentaires, la voix de la chorale. Donc c'est des puzzles compliqués pour raconter une histoire
qui m'a demandé 4 heures en finale. Hein. Donc, ben voilà l'assemblage de la chose aussi, la musique jouée par les musiciens de ce chantier naval, hein, parce que comme certainement il y avait 3000 ouvriers, ils avaient leur propre fanfare pour les mises en eau des bateaux. Donc, il ne jouait plus jamais, ou presque plus, et je l'ai remis avec un compositeur, et on a retravaillé leur propre répertoire en ajoutant de la musique pour le film, écrit pour le film, avec ces gens-là, hein, qui tremblaient un peu, qui étaient un peu mal à l'aise avec leur tuba. Mais voilà, donc ça c'est tout le truc, et où tu entres dans un document, parce que c'est quand même, je crois que, à mon avis, c'est le seul portrait d'une industrie qui existe ici en Belgique. Un vrai portrait d'une industrie. Donc voilà, ça semble un peu prétentieux de ma part, mais c'est plutôt pour dire pourquoi il n'y a pas des autres qui font un vrai travail de documentariste, pourquoi on est toujours dans des choses qui... Il faut de temps en temps entreprendre des grandes œuvres, dans le sens tu vas quelque chose et tu tiens et tu fais le portrait de quelque chose, quoi, ici, d'une industrie. Hein. Mais par rapport à la durée, on finira par ça, mais on verra que tu as fait des choses aussi. Enfin, sur le DVD dont on parlait tout à l'heure, il y a des petites miniatures, des choses qui durent 3 minutes. Et c'est une idée, et c'est un petit quelque chose de 3 minutes. Puis de temps en temps, il y a cette espèce de fresque. Mais je voulais revenir vite sur 2 éléments. Il y en a un, c'est là aussi, dans l'extrait avec lequel on finira, il y a ça. C'est l'importance de la chanson, des chansons dans tes films. Bon, là, on a fini plutôt par un poème en musique. C'était pas strictement parler une chanson, mais on peut un peu simplifier. Et tout au long du DVD, il y a beaucoup ça. Et l'autre élément, je peux peut-être le poser les 2 questions d'un coup, c'est le café. Parce que, en regardant un peu les 40 ou 50 films qu'il y a sur le DVD, déjà ici, le début de Tant que chanteront les constructeurs de navires, tu expliques que c'est par rapport à une discussion de café avec un fils de mineur limbourgeois. Il y a 10 minutes, quand tu parlais du leader d'extrême droite suisse, tu disais oui, quand on croise quelqu'un dans un café. Donc j'ai un peu l'impression qu'il y a des cinéastes qui sont constamment en train de se référer aux salles de cinéma, aux cinémathèques, comme des espèces de lieux fondateurs de leur pratique, et que toi, ton lieu fondateur, c'est peut-être le café, mais pas dans ce qu'il implique de social. Il y a quelqu'un qui m'a dit, et je trouvais ça magnifique, quand la lutte sociale quitte la rue, c'est-à-dire la rue, le café, hein, c'est-à-dire la discussion sur la lutte sociale, c'est l'extrême droite ou religieux qui s'installe. Quand tu crées un vide dans la discussion sur le social, sur les conditions de vie, quand tu enlèves ce truc, la rue est prise par les marketeurs ou les gens de droite ou les gens religieux. C'est par exemple après les révolutions dans les pays arabes, Tunisie, Maroc, il y avait des forts mouvements révolutionnaires de gauche. Et ils ont quitté cette discussion a quitté la rue et est venue à la place les ayatollahs et donc moi je crois très fort que les choses doivent se passer dans l'atmosphère publique. Si tu quittes ça, donc peut-être, je ne sais pas si c'est une très bonne réponse à ta question de café. Oui, et le chanson, c'est autre chose. Dans ce que j'ai constaté, que le chanson, dans chaque lutte sociale, est quelque chose de très fondamental pour beaucoup de raisons. C'est une manière de communiquer pour les délégués, pour les leaders d'une lutte sociale. C'est une manière de communiquer de sens, hein, parce qu'il y a des thèmes dans les chansons, il y a des trucs. C'est une manière et ça j'ai appris, de calmer les colères, parce que quand tu as des confrontations entre... par exemple, cadre qui veut travailler et gréviste qui ne veut pas travailler, hein, quand il y a des confrontations, et ça risque de tourner en violence, les intelligences des chefs de lutte commencent à chanter. Et comme tout le monde chante, ça se calme.
Donc la chanson est quelque chose de très important comme outil dans la lutte sociale. Et voilà, et je crois que c'est en train de disparaître, la chanson dans la lutte sociale. C'est pour ça que c'est dans le titre. Il y a un autre élément, c'est que les chansons, c'est aussi des narrations, des histoires fictionnelles ou documentaires. Enfin, ça a aussi été des chroniques, ça a aussi été du documentaire avant le cinéma. Enfin, et elle porte aussi en elle un côté. Ce sont aussi des documents, quoi. Oui, c'est des messages aussi. C'est beaucoup de choses, quoi. Voilà. Là, de façon, s'il y a des réactions, vas-y. Hein. N'hésitez pas. De toute façon, là, on lance plutôt des pistes. Tout ça, on ne va évidemment pas tout traiter en 1h15, 1h30. Et je vous encourage à aller voir les films de Jan Vrooman qui existent en DVD, soit ici en haut dans les collections de Point Culture, ou bien il en a aussi, je crois, dans son sac si vous voulez en acquérir. Mais Yann, je propose qu'on regarde le début de Ici Rien de Daphné Retakis, donc un film que vous avez sélectionné collectivement et qui passera à filmer à tout prix. Ah oui, parce que par exemple la Grèce est dans l'actualité, les choses qui se passent dans la Grèce, ça c'est une manière de parler de ça, de cette crise. À ce moment, je crois, quand elle a fait le film, plus embryonal que maintenant plus déclaré, plus généralisé. Et ça, c'est un excellent film qu'on était tous tout de suite d'accord, c'est vraiment une merveille de façon de regarder un quartier et une vie quotidienne sans beaucoup de... C'est pas si... Comment dire, c'est pas comme prétexte si lourd que la mienne sur l'industrie. Mais ça ne doit pas être lourd pour être bien, ça ne doit pas être léger pour être mauvais, tout est possible. Ici, tu as quelque chose qui est une vision d'un cinéaste sur une réalité vécue, et voilà. Ça, c'est le film. Ok, je propose qu'on regarde le début du film. Tu me feras signe. Η αλήθεια είναι ότι είναι το μοναδικό μέρος κάπου στην Αθήνα που μπορείς να είσαι... μπορείς να φαίνεσαι, μπορείς να είσαι έτσι όπως θέλεις. Είναι αρκετά φιλικό μέρος προς τους νέους κάπως. Βασικά δεν μπορείς να είσαι όπως θέλεις, δηλαδή άμα είσαι γιάπης δεν είναι πολύ φιλικό μέρος. Παραγράφει ή όχι. Πάρε και τα ακουστικά σου να ακούς. Για να κάνεις αυτό το ρεπορτάζ σωστό, η γνώμη μου είναι και η συμβουλή μου είναι πρώτον σε επίπεδο και είναι γεγονός ότι, όπως είπαμε και πριν, εδώ είναι όλα τα ανήσυχα πνεύματα που πολλές φορές εκτραχύνονται και πάνε προς τα άκρα. Αυτό που λέμε εξτρεμιστές, που λέμε αναρχικούς, που λέμε. Λίγο πολύ όλοι έχουν εδώ γύρω το στέκι τους και ως εκ τούτου η αστυνομία είναι αναπόφευκτο να υπάρχει. Έχω ζήσει στα Εξάρχεια από το 1975.
δεν έχει κανείς παρά να γυρίσει λίγο την πλατεία, λίγο τα καφέ και να δει τις φάτσες των ανθρώπων που κάθονται και πίνουν καφέ εδώ στα Εξάρχεια. Και να πάει να τη συγκρίνει και με τις άλλες γειτονιές της Αθήνας. Όλα τα γεγονότα, ό,τι γίνεται πολιτικά, πολιτιστικά, έχει αντανάκλαση μέσα σε αυτή την πλατεία. Από εδώ ξεκινάνε τα πάντα. Αν καεί η Αθήνα, η πρώτη φλόγα είναι μέσα στα Εξάρχεια. Και αν γίνει ένα μεγάλο πολιτιστικό γεγονός, εδώ θα το μάθουν πρώτα απ' όλα οι κάτοικοι των Εξαρχείων. Επειδή μένω και εδώ, δεν ξέρω ότι... είναι πολύ αντιφατική περιοχή. Έχει πολύ ανεπτυγμένο το μύθο της Επανάστασης, που καμιά φορά είναι μύθος. Δηλαδή, από τη μία έχει μια κινητικότητα και ένα νεύρο και μια ένταση και μια αντίδραση στα πράγματα, από την άλλη σε κουράζει λίγο, γιατί μοιάζει και σαν μόδα, δηλαδή, γιατί υπάρχουν και πολύ νεαρές ηλικίες που δεν κατανοούν γιατί αντιδρούν, αλλά το θεωρούν σαν, ξέρω εγώ, απλή μαγιά. Αλλά μέσα στα πράγματα είναι. Με είχε ρωτήσει μια δημοσιογράφος από την Αυστραλία που έκανε έναν οδηγό της πόλης και νόμιζα ότι, και ακόμα το πιστεύω αυτό, ότι τα Εξάρχεια είναι, όπως η πόλη τώρα είναι σαν μια χύτρα ταχύτητος που τρέχουν τα πράγματα τόσο γρήγορα όλα στην κοινωνία. Τα Εξάρχεια είναι σαν η βαλβίδα ασφαλείας. Εκεί εκτονώνονται πάρα πολλά πράγματα. Και φάνηκε και με τα γεγονότα του Δεκέμβρη και φαίνεται συνεχώς και συμβαίνει επαναλαμβανόμενα. Super 8, hein, tous des post-synchrones, des interviews pris après ou audio seulement, hein, puis un peu de sonorisation, de trafic et des voitures. Et une simplicité formelle, je veux dire, peut-être pas des grands moyens, filmés à tout prix, hein, comme dans le festival, on pense quand même souvent aussi à ça, qu'on n'oublie pas les films qui sont faits par une nécessité, par une urgence, hein, qui sont faits et qui n'attendent pas la machine de production, les subsides, les trucs qui sont faits. Et ça s'est filmé à tout prix aussi. Hein. Le filmé à tout prix prend aussi des grands trucs. Mais dans cette langage ici, il y a une cohérence, il y a quelque chose de sobre, de cohérent. C'est un quartier, c'est ses voix. C'est cette manière de monter. Le montage est quand même très présent. C'est la manière de regarder. C'est la texture de l'image. C'est un produit très cohérent et très juste. Voilà. Oui, enfin, j'ai pas vu le film en entier, mais par rapport à ce qu'on a vu, ça ressemble tout à Oui, fait. enfin voilà. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure on a encore du temps ou... On va petit à petit c'est comme vous voulez. Ouais, s'approcher de la fin. On va encore regarder un extrait de 3 minutes, pas un extrait, un petit film de 3 minutes de Yann pour finir. Et on pourra évidemment poser des questions, bavarder. On n'est pas nombreux, donc moins de raison d'être timide. N'hésitez pas soit ici, soit dans la salle d'exposition, à poser des questions, réagir.
venir interpeller Yann. Les programmes de Filmer à tout prix sont là. Et puisqu'on est au chapitre des annonces, je vais en faire 2-3. Donc Filmer à tout prix, c'est du lundi 4 au samedi 9 novembre à Flagey, le lieu principal du festival, avec les compétitions, les séances exceptionnelles, pas mal de concerts et les 3 rétrospectives des 3 invités. Il y en a un où il faudra m'aider, mais donc il y a Bogdan Ziworski, qui est un documentariste polonais qui a beaucoup filmé le sport, mais de manière très singulière, filmant plutôt l'effort que la compétition ou le grand champion. Il y a Ross McElwee, qui est un cinéaste américain qui part de lui-même aussi, ça part du jeu. Et il y aura d'ailleurs dans ce cadre-là une discussion, une conversation, une masterclass entre Jan Vrooman et Ross McElwee. Et puis c'est là, j'avoue que j'aurais dû me faire un copion avant. Il y a un cinéaste indien dont je retiens Anand Padvardhan, qui est un cinéaste indien qui fait des films là aussi plutôt politiques, engagés, qui questionnent le système des castes, la manière dont est structurée, figée la société indienne dans sa manière majoritaire de fonctionner. Donc ça, c'est les 3 grands invités. Après, il y aura à la Cinémathèque du dimanche 10 au vendredi 15, avec quelques reprises après, le programme Rome Rencontre autour des Roms dans le cinéma depuis le tout début du XXe siècle jusqu'à nos jours. Une programmation très très belle de Stéphanie Bodine, entre autres, qui a visionné, je crois, aussi quelques dizaines, voire centaines de films pour en choisir 20-30. Et puis à Beaux-Arts, un rendez-vous autour des élégies de Sokourov le dimanche 17 novembre. Et toutes les infos, soit le catalogue papier là, ou bien le site fatp.be. Et sinon, du côté de Point Culture, donc on lance le 1er novembre, c'est-à-dire demain, une ligne du temps documentaire sur notre site. Donc vous allez sur le site pointculture.be, puis regardez, puis documentaire, et vous aurez donc cette ligne du temps qui est un work in progress. Donc elle n'est pas du tout amenée à rester figée dans l'état où elle sera demain. Et pour le moment, là, il y a déjà environ 150 films de 1895 à nos jours. Et l'idée non plus, c'est pas qu'il y en ait à un moment 1200, parce que ça n'aurait plus de sens. L'idée, c'est quand même de donner des repères à des gens qui sont pas spécialistes et qui veulent, soit connaissent un peu et veulent connaître plus, ou bien connaissent pas grand-chose et veulent savoir par où commencer. Donc ça n'a aucun sens de tout d'un coup les bombarder de 3000 références. Mais en tout cas, s'il y a des films qui me manquent encore aujourd'hui, c'est évident. Mais petit à petit, ces trous vont être comblés. Et dans la ligne du temps documentaire, il y a aussi une place aux cinéastes belges, Henri Storck, Paul Meyer, Hazard, Sarah Moon-O, Boris Lehmann et Jan Vrooman avec Tant que chanteront les constructeurs de navires. Et enfin, ici, sur cette même scène du Point Culture de Bruxelles, jeudi, il y aura Maxime Coton, qui est en résidence au CVB et qui régulièrement va venir montrer des étapes de travail d'un film qu'il est en train de faire et de le discuter, de le dialoguer avec des intervenants extérieurs, des sociologues, toute une série d'intervenants. Et donc le premier rendez-vous, c'est ce jeudi à 18h30. Après, le 15 novembre, dans le cadre du week-end du doc, où toute une série de cinéastes documentaires accompagnent leurs films en Fédération Wallonie-Bruxelles et dans beaucoup de points culture, à celui de Bruxelles ici, ce sera la projection de Corps perdu de Laurent Petitjean, qui est un portrait de l'éditeur de BD Thierry Van Hasselt.
Il y aura aussi une performance musicale ou sonore liée à cette projection. Et enfin, quelques jours plus tard, le mardi 18, je ferai une petite présentation de la ligne du temps documentaire par rapport à la manière dont la pêche, pas la pêche à la ligne, mais la pêche de mer, la vraie pêche, enfin l'autre est vraie aussi, mais la grosse pêche de mer, la pêche au thon, la pêche traverse l'histoire du cinéma documentaire de Grierson à Simani, La peau trouée, en passant par aussi la manière dont certains cinéastes de fiction, comme Rossellini ou Glauber Rocha, insèrent des séquences de pêche tout à fait documentaires dans leurs films de fiction pour faire avancer l'intrigue. Donc je crois que j'ai annoncé tout. Et donc, Yann, je propose qu'on se quitte avec ce que je pense être une autre scène de café et une autre chanson, donc avec Rémi. C'était 86, c'était un hasard. J'étais là avec des amis, avec par hasard un camarade amateur avec moi. Il y avait un type qui me disait « Ah, moi je connais 70 chansons ». C'est un vieux, hein, il me disait « Je connais 70 chansons ». Il commençait à chanter et deux de ces chansons j'ai enregistrées et ça c'est un. Et j'ai repris celui, et après j'ai regretté que je n'ai pas enregistré les 70 chansons, parce que le type avait une mémoire des chansons qui n'existent plus, quoi. Ils n'existent simplement plus. Le type avait encore cette mémoire. Et ici, c'est l'amour pour le cinéma, le début des années début du cinéma qu'il chante. Et voilà, on était là et j'ai capté, c'est tout. Oui, donc c'est cinéma plutôt fiction que documentaire, mais je trouvais ça assez chouette de finir sur cette espèce de déclaration chantée, déclaration d'amour chantée au cinéma par Rémi en 1986. Et donc après, n'hésitez pas à venir poser des questions, c'est le but aussi. Op een zondagavond wist ik niet waarheen gegaan. Ik vroeg aan mijn Katrietje in een raad, ik nam het aan. Laat ons eens gaan dansen, sprak zij tot mij zo tevreden. Ja, die lieve kleine Kadé, maar zie, zij had juist geraden. En wij trokken zo tevreden, recht naar de cinema-pathé. Wenste wat men kan zien op heden wel aan, is rijden en boksen op het laken voortaan. De cinema, moorden en stelen op de baan. Drama's der liefde en schepen die verhouden, kluchten van Charlot, Rigourt en ziet men ook aan. In cinema treft men alles aan voorwaar. Het eerste dat we zagen was een drama toch zo vreed. Het was een arme man die door de liefde vele leed. Duizenden gevaren kwamen hem door ten pan. Maar het geluk kwam toch nog in de kant, plezant. Nu had hij zijn liefde, vergoed aan zijn zij. Zij waren zeer verrukt en blij. Hij kuste, zo teder, zijn schone lieve bruid, maar al met eens de film was uit. Wenste wat men kan zien op heden wel aan, is rijden en boksen op het laken voortaan. De cinema, moorden en stelen op de baan. Drama's der liefde en schepen die verhouden, kluchten van Charlot, Rigourt en ziet men ook aan. In cinema treft men alles aan voorwaar. Ik zag op, het was toen klaar in de cinema, ik zag op mijn gemakske, nu de zalen nog in zijn. Niet ver van mij gezeten zat een parken vol van men. Ik hoorde zacht spreken, stellepier, het is veel te klaar. Wacht tot na de film voorwaar. Ik zei tot mijn Trine, nu gaan wij iets zien. Een ander filmpje van die lien. Er klonk een kusje, zo zonder veel geluid. Maar al met eens, het licht in kuit. Wenste wat men kan zien op heden wel aan. Is rijden en boksen op het laken voortaan. De cinema,
moorden en stelen op de baan. Drama's der liefde en schepen die vergaan. Kluchten van Charlot, Rigaudin ziet men ook aan. En de cinema treft men alles aan voorwaar.